L'équipe de la présentation suivante comprend Geneviève Brisson, professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, Anne-Cécile Delez, candidate au doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique, et Luisa Veronis, professeure agrégée au département de géographie, d'environnement et de géomatique et titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes à l'Université d'Ottawa. Geneviève présentera un ouvrage qui est en préparation, puis Louisa et Anne-Cécile nous parleront de l'immigration francophone à Vancouver et de la nécessité de bâtir des espaces inclusifs. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui débute. Donc, c'est en 2004 que le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser, on appelle ce bureau le BAF, est officiellement fondé. La création du BAF s'inscrivait vraiment dans la foulée des luttes pour l'éducation en français qui avait pris un nouvel élan lors de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. On avance de 15 ans plus tard, c'est en 2019 le 15e anniversaire du BAF qui organise de nombreuses activités à ce moment-là, dont un colloque multidisciplinaire pour mettre en valeur les recherches récentes sur la francophonie, sur le français en Colombie-Britannique. Ce colloque réunissait une quinzaine de chercheurs et chercheuses de 7 universités différentes et il mènera à l'application de l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui qui sortira au cours de la prochaine année. C'est un livre que j'ai co-dirigé avec Rémi Légère de SFU, puis qui s'intitulera, comme vous voyez, La francophonie en Colombie-Britannique, éducation, diversité et identité. C'est un ouvrage qui vient vraiment mettre en lumière les réalités, les enjeux de la vie, de l'éducation en français en Colombie-Britannique. La francophonie britanno-colombienne, elle est méconnue encore aujourd'hui, elle est peu étudiée en comparaison à d'autres francophonies canadiennes, donc dans l'Ouest canadien, en Acadie ou en Ontario francophone. Et bien que les recherches soient ancrées en Colombie-Britannique, les recherches qui sont présentées dans cet ouvrage s'inscrivent vraiment dans le champ de la recherche sur la francophonie canadienne et dans d'importants débats de société. Avant de laisser mes deux collègues vous présenter leur chapitre, je vous présente en bref ce que vous pourrez lire dans cet ouvrage. Donc d'abord, un chapitre de Nicolas Kenny de SFU qui retrace l'évolution du statut des écoles francophones, de l'entrée de la province dans la Confédération canadienne jusqu'à aujourd'hui. Une analyse de deux causes concernant l'éducation en français en Colombie-Britannique par Emmanuel Richer, qui est de l'Université de Windsor. Une exploration des défis de l'école francophone face aux identités plurielles des élèves par Cham Letran, qui est une enseignante du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Une étude des discours de race présente dans une école secondaire du Conseil scolaire francophone par Sarah Schroeter de l'Université de Regina. Une analyse détaillée des politiques éducatives concernant l'enseignement des langues en Colombie-Britannique par Cécile Sabatier-Bullock et Rémi Légère de SFU. Une exploration des défis de l'intégration des perspectives autochtones pour les enseignants allochtones en immersion française par Isabelle Côté de SFU. Et une étude des initiatives de soutien professionnel mises en place pour les enseignants et les enseignantes en français langue seconde de la province par Maïka Wernicke qui est à UBC. Et je laisse donc la parole à Anne-Cécile et à Louisa qui vous présenteront leur chapitre. Bonjour tout le monde et un grand merci pour cette invitation. Nous sommes très heureuses de pouvoir participer à cet événement des vitrines des savoirs. Donc, nous présentons le chapitre que nous avons publié dans le livre que Geneviève vient de vous décrire. Ce chapitre est écrit en collaboration avec Suzanne Huot et Aude-Claire Fourreau et ce sont les résultats d'un projet de recherche financé par le CRSH. Suivante. Donc, nous nous penchons sur la question de l'immigration francophone en contexte minoritaire, car les communautés francophones, comme vous le savez probablement, sont en train de faire face à une expérience de déclin de leur poids démographique par une combinaison de facteurs dont le vieillissement, l'assimilation et la faible transmission linguistique. Pour faire face à ce défi, le gouvernement fédéral, depuis le début des années 2000, cible la mise en place d'une stratégie d'immigration francophone qui vise à soutenir la vitalité de ces communautés.
La majorité des recherches portant sur cette question très pointue sur l'immigration francophone en situation minoritaire s'est beaucoup penchée sur les questions des politiques et des discours institutionnels, et beaucoup moins de recherches ont en fait examiné les expériences vécues et les pratiques des immigrants et réfugiés d'expression française, ce que Suzanne Huot et notre équipe essaient de faire depuis plusieurs années. Suivant. La majorité de ces recherches sur l'immigration francophone portent surtout dans les régions comme l'Ontario et les provinces de l'Atlantique, où en fait l'immigration francophone est plus importante. Mais le cas de la Colombie-Britannique reste encore très peu étudié. La majorité des recherches tendent à porter sur l'éducation en milieu minoritaire. Et notre objectif était celui de comprendre les expériences et les pratiques des immigrants et réfugiés dans le contexte très minoritaire du Grand Vancouver. En effet, les francophonies en Colombie-Britannique sont peu connues, tel que l'expliquait Geneviève tout à l'heure, et le contexte est très minoritaire dans le sens que la Colombie-Britannique est la seule province à ne pas avoir de loi sur les services en français. La question de l'immigration est d'autant plus intéressante dans le cas de la Colombie-Britannique parce que c'est la province avec la plus grande proportion d'immigrants dans sa population francophone, près de 26%. Donc la question qui nous intéressait était de comprendre comment les espaces francophones communautaires servent à soutenir la participation sociale des immigrants et réfugiés d'expression française pour leur faciliter l'intégration à la société canadienne. Suivant. Donc, rapidement, nous avons procédé à une ethnographie critique en partenariat avec trois organismes communautaires, un organisme provincial, une association communautaire et une église. Nous avons utilisé plusieurs méthodes, des observations, des entrevues personnelles, des entrevues participantes et des informateurs clés. Et suivante. Et nous avions un total de 25 participants qui étaient des immigrants ou des réfugiés d'expression française qui fréquentaient ces trois sites. Et nous avions une mixité de genres ainsi que de pays d'origine. Et maintenant, Anne-Cécile va vous présenter les résultats. Je vais vous présenter les résultats en 3 thèmes qui sont ressortis de notre analyse. D'une part, on va voir que les participants en fait, devaient négocier leur identité intersectionnelle selon les différents espaces qu'ils fréquentaient. D'autre part, on a aussi remarqué que la francophonie était une minorité perméable. Et enfin, que les activités quotidiennes peuvent agir comme des mécanismes d'inclusion et ou d'exclusion. Donc, dans ce premier thème, ce qu'on a remarqué, c'est que les immigrants d'expression française, dans les communautés en situation minoritaire, ont tendance à être plurilingues. Et donc, ils mettent en pratique différentes identités linguistiques dans différents espaces. C'est-à-dire que les langues sont liées à certains espaces et certaines occupations, comme le montre cette citation d'une maman qui explique l'avantage de parler le français et l'anglais à ses enfants. Donc, pour elle, le français est utile pour communiquer avec sa famille, alors que l'anglais est nécessaire pour son travail. Donc, les espaces francophones permettent en fait aux immigrants d'avoir l'opportunité de mettre en pratique leur identité francophone dans un environnement dans lequel cette identité est généralement peu valorisée. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que l'attachement des personnes à leur identité francophone évolue au fil du temps selon les opportunités qu'ils ont de la mettre en pratique dans leurs occupations dans la vie quotidienne. Dans ce deuxième thème sur la perméabilité de la minorité francophone, on a remarqué que les espaces francophones sont vraiment inscrits dans la société anglo-dominante et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des entités hermétiques. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par l'environnement anglo-dominant. C'est-à-dire que, par exemple, la langue, le français est effectivement la langue première, mais l'anglais ou d'autres langues peuvent aussi être utilisées. Les espaces francophones peuvent agir comme premier point de contact pour les immigrants d'expression française pour s'intégrer à la société canadienne en général, comme le montre cette citation sur l'apprentissage de la vie quotidienne et le sentiment d'appartenance au Canada par la participation dans les sites communautaires francophones. Et le troisième thème qu'on voulait vous présenter aujourd'hui porte sur l'importance des activités quotidiennes comme mécanisme d'inclusion ou d'exclusion dans la communauté francophone.
Donc, la francophonie est une communauté diverse en termes d'ethnicité, de pays d'origine, de culture, de religion. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les activités organisées par les sites communautaires pouvaient réunir les gens autour d'intérêts communs, mais qu'il pouvait y avoir des défis à rassembler les gens avec des occupations qui répondent à la diversité de leurs besoins. Comme le montre par exemple sa citation sur le manque de variété dans les activités proposées, ce qui est un frein pour desservir tous les membres de la communauté équitablement. Un autre point à prendre en note, bien entendu, c'est que la langue française est une langue coloniale et donc on a pu observer des dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans la communauté. Donc, pour résumer, d'une part, le manque de visibilité de la communauté francophone en Colombie-Britannique engendre un certain manque de reconnaissance. C'est-à-dire que le français est considéré comme une langue parmi d'autres dans le paysage multiculturel de Vancouver. D'une certaine manière, les chiffres jouent contre nous, et en fait, le fait que le français est une langue officielle n'est pas forcément vu comme un argument valable au vu du fait que c'est une langue très minoritaire. La volonté de collaborer avec des espaces ou des sites anglophones est freinée par ce manque de reconnaissance du français en Colombie-Britannique. Et enfin, on a aussi pu remarquer qu'il était difficile de rassembler la population francophone qui est diverse en termes de culture, de pays d'origine et de classe sociale. C'est-à-dire que bien qu'il existe une volonté de fédérer, on observe une ségrégation non intentionnelle entre différents espaces communautaires, avec certains sites communautaires qui desservent principalement une population européenne, alors que d'autres semblent s'adresser plutôt à une population africaine. Donc, notre conclusion, c'était que les services et les activités doivent vraiment se diversifier pour répondre aux besoins de tous les membres de la communauté et pour les fédérer. Donc, voilà. Oui, non, pardon, allez-y. On voulait juste remercier les participants de recherche, les partenaires communautaires et nos bailleurs de fonds. Voilà.